Je pense que dans le domaine de l'attachement, une des choses qui est vraiment très importante, le terme attachement, c'est un terme qui est quand même passablement galvaudé. J'ai un attachement envers ma voiture, j'ai un attachement envers mon chien, mon équipe de hockey. C'est pas de ce genre d'attachement-là dont on est en train de parler, puis c'est important qu'on se retrouve sur la même page par rapport au sens du terme. Alors j'aimerais commencer avec un élément de définition. L'attachement, quand on parle d'attachement parent-enfant, on parle d'un lien affectif qui est organisateur pour l'enfant sur le plan physiologique, neurologique, émotionnel et comportemental, langagier et cognitif. C'est une relation formatrice pour l'enfant et organisatrice pour l'enfant. Et la chose qui va être importante dans une perspective pratique, c'est aussi quelque chose d'observable. Ce n'est pas quelque chose qu'on infère magiquement, c'est quelque chose qu'on peut amener un schème d'observation pour essayer de mieux comprendre comment l'attachement se structure. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous vous rendez au centre commercial avec votre petit garçon dans le siège arrière de votre voiture, assis sur son banc d'appoint, et vous arrivez dans le stationnement, vous sortez votre enfant du siège arrière, vous le placez à côté de l'auto, vous vous rappelez que votre téléphone est à côté du siège du conducteur, vous laissez pendant quelques secondes votre enfant à côté de la voiture pendant que vous ouvrez la porte avant et vous sortez votre téléphone. Pendant ces quelques instants, un stationnement pour un enfant, c'est quand même quelque chose d'un peu effrayant. Ça peut être un peu alarmant. Ils sont à peu près grands comme le pare-choc de la voiture. Imaginez que pendant ce moment-là, l'activité cardiaque de votre enfant augmente, le cerveau bascule, il n'est plus en mode attention, apprentissage, mais il est plutôt en mode vigilance. Imaginez que pour cet enfant-là, pour gérer cette vigilance, il dépend de l'intervention de son parent. Son cerveau n'est pas équipé pour gérer, pour réguler les émotions qu'il est en train de ressentir tout seul. Alors là, l'enfant, il fait quelque chose. Il se rapproche peut-être un peu de son papa, de sa maman. Et quand il se rapproche, l'activité cardiaque change. Le cerveau change et il est davantage en mesure de se concentrer, d'être attentif, de faire les apprentissages. Exemple banal. C'est un exemple tout à fait banal. Mais on voit comment il peut y avoir un élément physiologique à tout ce qui vient de se passer. On parle de quelques instants. Il y a un élément physiologique, l'activité cardiaque. Il y a un élément neurologique, l'organisation du cerveau qui est activée. Il y a un élément comportemental. Est-ce que je m'approche ou je ne m'approche pas de mon papa? Comment est-ce qu'il réagit, mon papa, d'habitude, quand je montre que j'ai besoin de lui dans ces moments-là? Il y a un élément émotionnel. Qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je suis dans ce moment où j'aurais besoin qu'on m'aide un peu à gérer mes émotions, à gérer mon inquiétude? Toutes ces choses se rassemblent et se retrouvent dans ce qu'on veut définir par l'aspect organisationnel de l'attachement. C'est un attachement qui se construit de façon tout à fait banale au fil des interactions quotidiennes qu'un enfant expérimente dans les premières années de vie. Toutes les interactions comptent. On va parler de comment le parent est prévisible pour son enfant. Plus un parent est prévisible, plus c'est quelque chose qui est positif. Les enfants sont équipés pour gérer beaucoup d'imprévisibilité de la part de leurs parents, mais plus le parent est prévisible, mieux ce sera pour lui, plus il saura comment se fier sur son parent, plus le parent est en mesure d'agir d'une façon appropriée face aux besoins de son enfant, puis ceux d'entre nous qui travaillons avec les enfants qui vivent de la maltraitance, savons comment c'est possible d'être prévisible et terriblement inapproprié à l'égard d'un enfant. Et aussi, plus l'enfant répond à la question, est-ce que, de la bonne façon à la question, est-ce que ce parent a de l'affection pour moi? Qu'est-ce que le parent fait pour manifester? Et puis tous les parents disent qu'ils aiment leurs enfants, mais qu'est-ce que le parent fait pour incarner cette affection à l'égard de l'enfant? Prévisibilité, cohérence et chaleur dans le quotidien de l'enfant sont super importants. Peut-être, encore une fois, un exemple. Imaginez que vous êtes un bébé de 6 mois. Vous vous réveillez le matin.
Le réveil est brutal sur le plan physiologique. On pourrait demander à nos spécialistes médecins. Le réveil est brutal sur le plan physiologique, encore maintenant, pas juste pour les bébés. Surtout s'il y a 6 heures de décalage dans le système, ça peut être un peu laborieux. Mais vous vous réveillez. Puis là, vous excuserez mon âge, je vais sortir quelques stéréotypes. J'espère ne pas trop heurter personne. Mais imaginez que le bébé, il chigne un peu. Chez nous, les bébés, ça chigne, d'accord? Mais puis imaginez que il y a une personne qui vient vous chercher, une madame qui vient vous chercher quand vous pleurez comme ça, puis qui est contente de vous voir. Salut mon petit bonhomme, t'as fait un bon dodo, qui vous prend, qui vous colle contre elle, qui vous parle, qui établit un contact physique et un contact visuel avec vous, qui vous parle. Vous avez 6 mois, elle vous parle, même si elle sait fort bien que vous n'allez pas répondre verbalement, vous allez peut-être répondre par un regard. Elle exagère ses expressions faciales. Elle utilise des mots relativement simples pour que vous puissiez minimalement comprendre un peu quelque chose. Puis, elle vous amène voir un gentil monsieur. « Salut, mon petit bonhomme, tu vas prendre un bon déjeuner pour papa. » Très content de te voir. Puis, elle vous amène dans la cuisine, puis tranquillement, elle prépare les purées, puis les choses qui sont... Je sais que maintenant, il y a toutes sortes de nouvelles choses qu'on fait avec les bébés pour les nourrir. Mais vous voyez un peu qu'au même moment... Puis je veux revenir sur des éléments de la présentation de M. Storm, de Dr. Storm et de Dr. Cyrulnik. Au même moment que le cerveau de l'enfant est en ébullition, au même moment qu'il y a une explosion neurologique qui se passe, l'enfant est exposé à des interactions sur la base de laquelle le cerveau va s'arrimer. Si vous avez un parent qui est content de vous voir, qui vous parle, qui vous manifeste son affection, qui vous lit des histoires, qui vous chante des chansons, qui vous donne cette dignité qui ne peut qu'être donnée, votre cerveau va s'organiser différemment. Vers 3-4 ans, il y a un phénomène d'élagage du cerveau qui se fait. Le nombre de neurones diminue et les réseaux qui vont rester vont être ceux qui sont le plus utilisés. Si vous avez expérimenté le réveil à 6 mois et pendant les premiers mois de votre vie comme étant plus difficile, vous avez entendu des portes claquer, vous avez entendu des adultes se parler durement, les gens vous prenaient sans vous parler, vous installaient dans la chaise haute pour vous préparer la purée et vous tournez le dos sans nécessairement se préoccuper de vous, votre cerveau va s'organiser sur la base de ces expériences. Puis, les antécédents sont banals, mais on les connaît mieux maintenant et on sait mieux comment intervenir. Je pense que l'autre chose que je dirais avant de vous retourner la parole, c'est que ce n'est plus une théorie. Une des choses que j'aime beaucoup de la théorie de l'attachement, c'est que ce n'est plus qu'une théorie. Quand elle a été élaborée, M. Cyrulnik mentionnait John Bowlby, il y a des dizaines de chercheurs qui ont travaillé sur le domaine de l'attachement au cours des 40 ou 50 dernières années. Il y a des gens qui ont lancé des études pour vous dire, bien, si c'est quelque chose qui est vrai, on devrait pouvoir mieux comprendre les trajectoires développementales des enfants. On devrait pouvoir mesurer des choses en début de vie, comprendre les dynamiques relationnelles qui s'installent en début de vie et comprendre qu'est-ce qui arrive. Et ce qu'on découvre maintenant en 2023, après qu'il y a eu des dizaines d'études qui ont été réalisées, c'est que le phénomène de l'attachement est probablement notre meilleur prédicteur contextuel des phénomènes d'agressivité et d'externalisation. C'est aussi un bon prédicteur des enjeux liés aux troubles internalisés, associés à l'anxiété et à la dépression. C'est un bon prédicteur du développement langagier et cognitif de l'enfant. Et c'est aussi impliqué dans tout le phénomène de la régulation émotionnelle, des fonctions exécutives. Si vous avez déjà vu un enfant qui doit attendre avant de recevoir quelque chose, vous comprenez qu'est-ce qu'on veut dire par rapport au phénomène des fonctions exécutives. C'est l'expérience de vie dans les premiers mois, dans les premières années, et même dépasser les 1000 premiers jours. Cette expérience de vie est fondatrice pour la suite du développement de l'enfant. C'est une bonne question et je dirais qu'au cours des 20 ou 25 dernières années, les gens se sont beaucoup posé la question sur comment on fait pour prendre des principes observationnels qui viennent davantage d'une science plus fondamentale et de la rendre pratique. La première chose, c'est de se familiariser, c'est d'être sur la même page par rapport au phénomène. C'est d'avoir une définition qui correspond
à ce qu'on est capable de soutenir sur le plan empirique, sur le plan de nos études, pour justifier ce qu'on fait. Ça, c'est, je dirais, la première chose. Et dans ce sens-là, il y a une sensibilisation par rapport à l'attachement qui se fait de plus en plus au Québec, que ce soit par les parcours universitaires ou par des séminaires de formation. L'autre chose, c'est qu'un peu partout dans le monde, dans différents endroits, les gens ont extrait des grands principes du domaine de l'attachement. Ils ont regardé des phénomènes comme la question de la prévisibilité et du caractère approprié ou cohérent des interactions, ce qu'on va appeler la synchronie ou la réciprocité dans les interactions, le fait que c'est important pour les parents d'être sensibles aux besoins, de bien comprendre les besoins et d'interpréter les signaux. J'ai vu dans la présentation de M. Cyrulnik qu'il était question de comment on interprétait ce que l'enfant pouvait nous offrir comme signaux. Il y a beaucoup de travail qui est fait pour soutenir les parents dans l'apprentissage, dans la compréhension de ces signaux pour pouvoir mieux y répondre. Chez nous, on a développé une stratégie d'intervention qu'on appelle l'intervention relationnelle, qui est une intervention qui implique la rétroaction vidéo. On travaille avec les parents avec du matériel vidéo. C'est très pédagogique, très peu menaçant pour les parents, très orienté vers l'encouragement, le fait d'offrir de la dignité aux parents qui travaillent avec les enfants. Les parents aiment travailler avec nous dans cette intervention parce que ça les valide beaucoup, ça les valorise beaucoup, tout en méritant notre salaire d'intervenant et en cherchant à amener le parent dans une direction davantage de sensibilité, davantage de décodage de ce que son enfant lui offre et de réponses plus appropriées aux signaux. Donc, il y a sensibilisation, parcours de formation, il y a intervention qu'on fait de manière précoce auprès des enfants dans différents contextes, incluant dans le contexte de la protection de l'enfance. Et j'ajouterais, il y a aussi une sorte de posture clinique qu'on veut aborder. Dans le domaine de l'attachement, une des choses qu'on voit, c'est l'importance de ne pas simplement identifier les caractéristiques qui ne vont pas bien. M. Cyrulnik le disait, et je pense que Dr. Storm le disait aussi, donner des conseils, ça ne fonctionne pas. Simplement dire, vous ne devez pas faire ça, vous devez faire ceci, ça ne fonctionne pas. Alors, quelle posture clinique on peut adopter qui nous permettrait de tisser ce lien de confiance avec les familles avec lesquelles on travaille, des familles qui sont à toute fin pratique très vulnérables. Chez nous, on les appelle les familles du bord de la falaise. Très vulnérables pour différentes raisons, des fois par rapport à leur historique, des fois par rapport à leur propre bagage générationnel. Et comment est-ce qu'on fait pour leur offrir cette dignité? Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec eux dans une perspective de valorisation, de validation, et ne pas simplement leur rappeler ce que tout le monde dit et ce qu'ils savent aussi, qu'ils ont des difficultés et qu'ils ont besoin de s'améliorer. Alors, je nommerai ces 3 éléments. On peut l'applaudir.